Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans Télé-Église. D'après la Fondation Santé Sexuelle Suisse, toute personne a droit à la santé, y compris la santé sexuelle. Toute personne doit pouvoir choisir sa sexualité en toute connaissance de cause, sans discrimination ni contrainte. Toute personne doit être protégée lorsque ses droits sexuels sont menacés. La santé sexuelle est au cœur de notre discussion d'aujourd'hui avec nos deux invités que j'ai le plaisir de vous présenter. Anita Cotin, vous étiez durant 13 ans directrice de la Fondation Santé Sexuelle Suisse jusqu'en 2014. Vous êtes actuellement à la retraite et présidente de DALIA, l'association pour la promotion et le respect des droits sexuels dans le contexte ecclésial. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux questions en lien avec la santé sexuelle? Oh, c'est une histoire qui remonte, je pense, à très longtemps, déjà à mon enfance, mais je m'imagine que la sensibilité, elle est née de la volonté de vouloir agir pour l'égalité, d'abord entre les filles et les garçons, et ensuite entre les hommes et les femmes. Et dans ce parcours, j'ai été bien sûr confrontée beaucoup aux questions du droit des femmes, et notamment à celles qui concernent le contrôle de la fertilité, la fécondité, l'accès à la contraception, le droit de choisir. Et je pense que c'est ces questions-là qui m'ont toujours orientée vers des associations, des organisations qui s'engageaient pour ces thèmes. Notamment dans les premières, c'était contre la violence aussi, faite aux femmes. Aussi le droit des personnes migrantes qui arrivent en Suisse, et les femmes en particulier, qui ont besoin de ces prestations. Et puis, finalement, Amnesty International, qui s'est aussi beaucoup occupé du droit en général, et des droits humains et des droits des femmes. Et ces droits des femmes sont maintenant inclus dans les questions de santé sexuelle. C'est comme ça que j'y suis arrivée. Noël Chibongu, vous êtes responsable de projet pour le Forum des questions actuelles de la paroisse réformée alémanique. Vous êtes également l'initiateur de l'association DALIA, mais pas uniquement, puisque vous êtes également engagé dans l'intégration des migrants. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la santé sexuelle et à l'intégration des migrants? Oui, bon, c'est pour des raisons, déjà personnellement, je trouve que par rapport à mon parcours personnel, j'ai été confronté à ces questions de droit en venant moi-même d'un pays d'Afrique. Donc c'était aussi tout un parcours pour pouvoir apprendre un petit peu plus sur ces droits et trouver un modus pour les vivre et les revendiquer quand ils étaient menacés, pour moi-même déjà. Mais étant dans ce domaine d'action, je trouve aussi qu'il est très important que les migrants et migrantes, bien évidemment, puissent aussi avoir accès à ces informations sur ces droits, que toutes ces personnes puissent connaître leurs droits, les intégrer dans leur vie de tous les jours. Et moi, si je peux y contribuer un petit peu, pour qu'il y ait déjà d'une part ce transfert de connaissances, mais aussi que les gens puissent s'épanouir comme tout le monde, finalement. Et je crois que c'est aussi une question d'égalité. Voilà, une autre dimension. Je voulais dire. Alors, une question pour clarifier le propos d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'au juste la santé sexuelle, Anita Cotin? La santé sexuelle, c'est un concept en fait qui est né ou dans la deuxième partie du siècle passé, qui a été mis en place par l'OMS. Quand on s'est rendu compte aussi, enfin l'OMS a défini la santé comme un état de bien-être général, global, qui n'était pas uniquement l'absence de maladie ou d'une infirmité quelconque, mais qui devait s'inscrire dans un contexte général où politique, sociale, culturelle, pour permettre ce bien-être. Ensuite aussi, ce concept était voulu pour pouvoir s'appuyer sur une base plus large pour développer des programmes de prévention, des programmes de soins aussi, des programmes d'éducation, des programmes d'information. Et dans cette deuxième partie du siècle passé, ont émergé les droits des femmes, entre autres, qui ont porté essentiellement sur la sexualité, et l'OMS les a intégrés dans la santé et est devenue
la santé sexuelle. Ce qui veut dire que la santé sexuelle, ce n'est pas, comme on pourrait l'imaginer, juste s'occuper des relations sexuelles. C'est un tout qui implique qu'il y ait un environnement qui permette ce bien-être. Et les droits sexuels que nous défendons, avec Noël, et que j'ai défendu aussi dans le contexte de la fondation que j'ai dirigée, font partie intégrante de ce concept global de santé sexuelle, dans lequel il y a la formation, l'éducation, l'engagement politique, la défense des droits auprès des instances politiques. Bon, on le voit que c'est un sujet extrêmement large, finalement, qui couvre beaucoup d'aspects. Oui, beaucoup d'aspects. Et notamment aussi le contexte ecclésial. Oui, justement. Alors bien sûr, là maintenant, on l'a intégré beaucoup dans le contexte social. Hein, et puis on s'est aperçu on s'est aperçu déjà avant, mais avec Noël, qu'il y avait un grand décalage dans le contexte ecclésial pour faire entendre cette question des droits et faire ouvrir une parole, un discours sur les questions de la sexualité. Dans le cadre ecclésial, mais ça, on reviendra dessus dans une deuxième partie. Pour revenir sur l'historique de la Fondation Santé Sexuelle, elle est née à quel moment? Parce qu'il y a eu quand même toute une histoire intéressante à son propos, Noël Tshibangou. Peut-être je peux le dire à sa place, tout simplement parce qu'il nous a rejoints. Et que, en fait, cette association, elle est née d'un groupe de femmes qui a revendiqué des droits liés à la sexualité. Et c'est en fait une organisation féministe. Ça a émergé dans les années 70 d'un groupe de femmes qui a voulu mettre en place des centres d'information sur la contraception et puis l'éducation sexuelle à l'école. Et petit à petit, cette association a grandi. Effectivement, Noël l'a rejoint au moment où on a intégré la question des migrants, mais surtout aussi les hommes, pour qu'ils s'intéressent un peu à ces questions-là. Enfin, les intégrer dans nos programmes de prévention, d'information. Et en quoi cette question était pertinente, finalement, à une certaine époque, Noël Tshibangou? Moi, je suis venu aussi un petit peu prendre le train en marche, mais j'étais déjà très convaincu que c'était une bonne chose. C'est pour ça que j'ai rejoint, et puis j'étais content qu'on m'a donné, en tout cas que Anita m'a donné cette opportunité de pouvoir travailler sous sa direction. Et là, ce que nous avons essayé de faire, c'est de articuler les différents aspects de la santé sexuelle, essayer de les mouler dans un corpus, non seulement conceptionnel, mais aussi qui trace un petit peu les chemins pour la mise en œuvre. Donc, on a travaillé sur un concept qu'on a produit, un concept d'implémentation. Donc, et dans ce concept, on a déjà, d'une part, essayé de montrer le processus, parce qu'on a eu des aspects qui sont venus justement de la lutte des femmes, comme tu le disais tout à l'heure, mais il y a eu d'autres aussi, notamment... Mais toi, on peut dire que ton premier engagement était dans les questions de prévention du sida. Justement. Et puis, le sida explosé. Qui a intégré, en fait, la santé sexuelle, la fondation, qui a été intégrée, comme maintenant l'est aussi... la santé sexuelle a intégré la prévention du sida. Exactement, comme ça. Et Noël, qui était en fait déjà très engagé depuis plusieurs années, donc dans la prévention du sida... dans l'organisation Let's Suisse contre le sida, et puis en particulier aussi pour l'accès des migrants, comme tu disais. Il a rejoint la Fondation, notre travail, et l'a enrichi de son expérience, et en ouvrant aussi cette question aux migrants. Oui, qui est quand même un aspect aussi, on reviendra là-dessus. Et aux hommes. Alors là, il y a eu le planning familial, il y a eu juste historiquement toute la prise en charge de la problématique liée au sida, etc., l'éducation sexuelle dans les écoles. Puis maintenant, quels sont les défis actuels, notamment quand il y a une migration qui vient avec une autre culture aussi, une autre vision de la sexualité, et comment se fait ce travail-là concrètement, Noël Tshibangou?
Oui, les grands défis ou les premiers défis se situent notamment au niveau de la langue. Voilà, donc C'est vrai. De donner l'information. de donner l'information dans une langue compréhensible par les personnes, en tout cas nouvellement arrivées. Ça, c'est déjà un défi. Et ça, donc, il faut non seulement traduire les messages qui sont développés ici, mais il faut aussi les adapter et trouver les mots justes aussi que les gens peuvent mieux assimiler. Donc, on passe généralement par un langage simple, souvent, oui. voilà, pour que ça ne soit pas trop compliqué. Voilà, les gens ont quand même d'autres soucis. Hein, Est-ce que tu as dit souvent, c'est aussi de respecter les cultures, parce que peut-être qu'il y a une manière de dire les choses, on l'a vu dans la prévention SIDA. Ici, en Suisse, c'était très ouvert, hein, et les campagnes de prévention SIDA, elles ont été reconnues quand même comme très hardies, osées, mais on ne pouvait pas parler de sexe ou de préservatif ou des diverses identités sexuelles ou formes de relations sexuelles comme ça, avec les populations que tu as mieux connues que moi, quoi. Et ça, c'était aussi un défi que de trouver un langage adéquat, qui ne choque pas. Mais oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même une gêne autour de la sexualité en règle générale, qu'elle soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine du plaisir ou autre. On est quand même assez gêné, puis il y a quand même un tabou. Donc, comment en parler effectivement? Donc, vous dans votre travail sur le terrain, c'est d'amener un discours qui soit compréhensible et qui soit accessible aux migrants. Mais quels sont les problèmes qui arrivent, quoi, qui vous sont exposés, Noël Chimongu? Les problèmes sont peut-être déjà, on peut, pour donner des exemples simples, déjà juste les illustrations ou même les images. Avec quelles images on peut appuyer justement le texte ou l'information pour que ça soit quand même simplifié. On ne va pas produire des longs textes. Et là, déjà, il faut beaucoup de sensibilité pour pouvoir atteindre les personnes avec le message qu'on développe. Et si on ne fait pas attention à ce genre de choses, c'est clair qu'on risque de produire un très bel outil, mais qui n'arrive pas. Voilà, ou l'effet contraire. Après, les gens refusent carrément. Et là, si on les perd d'emblée, c'est toujours beaucoup plus difficile de revenir avec autre chose. Donc voilà, ça c'est par exemple un problème. Je peux me permettre un autre défi, c'est de donner l'accès aux femmes, hein, parce que très souvent, c'est les hommes qui sont en lien avec la vie extérieure et qui ont aussi accès à toute cette information. Et puis le souci, c'est aussi que les femmes puissent obtenir les prestations dont elles ont besoin. Et puis de développer justement une parole qui leur donne confiance. Hein. Alors, et souvent, il faut sensibiliser les hommes pour pouvoir atteindre justement les femmes. Voilà. Alors ça, c'est un défi quand même qui est extrêmement important et intéressant. Et malheureusement, on ne peut pas l'aborder en profondeur ici. Mais qu'est-ce qu'il y a encore d'autres défis actuellement Eh bien, il y a disons, avec l'arrivée aussi des migrations, on a été confrontés du temps que moi j'étais encore en place à la question des mutilations génitales. Ça a été vraiment féminine. Ça a été vraiment un grand chantier. Ça a été un grand projet. Ça a nécessité toute une information, c'est sûr, mais aussi une sensibilisation du monde ici et de ne pas d'emblée stigmatiser, sanctionner, d'essayer de comprendre, de trouver avec d'autres aussi, aux organisations et avec les migrants eux-mêmes et avec les hommes en particulier, une façon d'approcher. En fait, ça fonctionne, ça marche, c'est quelque chose où il y a la question des mutilations génitales aussi, ça a vraiment extrêmement, vraiment, il y a la sensibilisation, elle a extrêmement bien marché. Il y a du travail qui a été fait au plan politique, ça a été relayé. Et il y a des dispositions légales. Et il y a dans tous les cantons les centres de santé sexuelle qui offrent l'information autour de ça. Et il y a des retours aussi de la part des hommes qui ne s'étaient pas rendus compte, des hommes migrants, hein, qui ne s'étaient pas rendus compte de ce que ça représentait. Et qui a finalement été peut-être, la chance c'est un grand mot, mais l'opportunité de faire se parler les couples. Il y a aussi
la question des mariages forcés. Donc, il y a toujours des thèmes comme ça qui sont tout le temps traités au sein de la santé sexuelle, hein, dans la manière dont nous la concevons. Mais voilà, c'est pas toujours dit, hein, partout. Et puis dans nos sociétés, maintenant, ce qui est sorti avec MeToo, quoi, le harcèlement, et puis, ben voilà, toutes ces... Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi qui a été pris en main, par exemple, tout cet aspect MeToo par la fondation, par exemple, je sais que vous n'y étiez plus, mais bon, je pense absolument, parce que là, tout à coup, on a disposé d'une information incroyable et puis qui venait de partout. Ça a donné aussi beaucoup de crédibilité au travail de revendication des droits. C'est-à-dire, là, c'était tellement flagrant. Et puis ça a mis au jour, en fait, que la question de l'égalité entre les hommes et les femmes nécessite encore un peu d'engagement. C'est encore pas gagné. Et puis là, il y a une sensibilisation qui est faite comment, concrètement Je pense que c'est essentiellement au plan politique qu'a été fait le travail de santé sexuelle suisse, hein, par le biais de l'advocacy, des mesures pour que des mesures soient prises dans les entreprises, dans le monde du travail, dans le monde de la formation. C'était relayé par des parlementaires qui... Mais aussi la prise en compte, justement, des questions de violence dans les centres de conseil, comme étant partie intégrante justement de la santé sexuelle. Donc, vous voyez que c'est tout un processus. Oui, que ce harcèlement était considéré comme des agressions. Voilà, justement. Que ça, c'était... Voilà. Donc, c'est carrément contre les droits des personnes. Donc, voilà, qui subissent ces violences. Donc, voilà, donc, si nous qui défendons les droits sexuels et si la santé sexuelle intègre justement la dimension des droits humains, c'est clair que donc on doit aussi s'attaquer aux questions de violence. Oui, comme ça un peu pour amener un changement de la société, parce que en fait, en discutant avec vous, Anita Cotin, vous m'aviez dit que finalement, on est encore dans des mécanismes anciens et qui sont quand même assez difficiles à combattre sur le terrain. Oui, des représentations, c'est vrai, des rôles entre les hommes et les femmes, ou bien considérés comme tout à fait normal, ou des blagues lourdes, ou bien que les femmes soient moins payées que les hommes, ou bien qu'il faut passer par certains comportements pour pouvoir avoir certaines promotions, enfin comme c'est sorti beaucoup. Ça a permis quand même un grand, disons, pour parler comme ça, de libérer de nouveau une parole, mais ça a permis des débats, des discussions, je pense, larges, mais aussi dans l'intime. Je m'imagine qu'il n'y a plus aucun milieu où on n'évoque pas ces choses-là, et puis on fait un petit peu, on prend plus, fait un peu plus attention. Bon, il y a aussi d'autres problématiques dont on avait parlé aussi, c'était l'aspect des jeunes avec la pornographie. Hein, donc voilà, c'était pas non plus, au niveau de la sensibilisation, c'était pas non plus un point qui va dans le sens d'une bonne santé sexuelle, épanouissante, etc. Oui, alors de là, la revendication de vraiment promouvoir l'information autour de la sexualité à l'école, déjà depuis le plus jeune âge, et puis de soutenir ces jeunes dans leur développement, leur confiance en eux, d'apprendre à décoder un peu toutes ces normes ou ces représentations pour arriver à pouvoir justement user de leurs droits, hein, et puis choisir librement. Et comment est-ce qu'on dit, en toute connaissance de cause, ou éclairer, choisir de manière éclairée. Et si je peux ajouter par rapport aux populations migrantes, donc déjà avec ce brassage des populations, c'est clair qu'il y a toujours de nouvelles valeurs où des gens viennent avec leur représentation. Là, c'est aussi non seulement un travail d'information, mais aussi de développement, de co-développement, de pouvoir évoluer ensemble, négocier peut-être ça et là certaines choses, notamment par rapport à la manière de procéder, pas sur les valeurs bien évidemment. Et je trouve que ça c'est aussi un élément sur lequel j'aimerais bien insister, parce que là on voit non seulement les personnes devraient comme intégrer la notion des droits,
Mais les personnes travaillent aussi sur leur propre représentation, sur leur modèle, leur manière de fonctionner qu'elles ont amené avec. Et voilà, souvent, c'est des défis, mais justement, il faut y travailler. Ben justement, il y a un nouveau défi auquel vous allez vous atteler tous les deux, c'est Dahlia. Donc, comme vous êtes l'initiateur de cette association, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, je peux plutôt... Dis-nous comment, d'où elle Dans vient. quel contexte elle est née? Oui. Voilà, en fait, ton travail. j'ai fait une formation spécifique en théologie interculturelle, donc à l'Uni de Bâle. Et à l'issue de cette formation, ou dans le cadre de cette formation, j'ai fait une enquête auprès de différentes communautés et confessions ecclésiales. Et là, il en est ressorti à travers ce sondage que les droits sexuels n'étaient pas vraiment connus, donc une grande méconnaissance des droits sexuels, et surtout un besoin d'information. Parce que il y a eu comme une sorte de décalage qui est ressorti de cette enquête entre les principes que les gens croient être justes et la pratique des droits sexuels. Et sur ce, nous nous sommes dit, bon, c'est bien, avec ce constat, nous pourrions faire quelque chose, apporter, pas seulement rester dans la critique, donc voilà, l'Église n'a pas fait ça ou fait mal ceci ou cela. Alors, il y avait lui qui justement m'avait contacté parce que quand il était dans cette formation là et puis il m'avait contacté pour me renseigner sur son enquête là. Et puis parallèlement émergeaient ces scandales, ces abus dans l'Église, mais de manière tellement puissante quoi. Et puis là, on a pensé, mais ben, on va faire quelque chose de cette enquête et de ses besoins et de tout ça, et c'était plutôt que simplement condamner, critiquer et puis rejeter, de se dire on pourrait peut-être apporter votre savoir-faire. Alors c'est quand même un gros morceau, hein, il faut dire. Hein, oui, c'est un gros morceau. Et comment y arriver en fait avec... Alors, il avait déjà un pied dedans, Noël. Oui, justement. Dans ta paroisse à voilà, oui, justement, au travers de votre travail dans le Forum des questions actuelles. Hein. Tout à fait. Donc pour nous, c'était déjà une collaboration bienvenue. Et on a essayé de creuser les choses et on trouve qu'un bout de ce travail qui se fructifie, hein, donc c'est lui que fait Dahlia et puis que fait l'Église réformée ici à Bienne, donc ça se marie bien, ça se recoupe, oui, voilà. Et là, voilà, on a... Pour donner quelques exemples sur quoi on a travaillé, on a par exemple un think tank sur la sexualité, c'est un espace de réflexion, un groupe de réflexion où on étudie, on travaille sur ces questions. Nous avons produit cette brochure sur mariage pour tous, donc au moment du vote là. Oui, voilà, c'est une sorte de recueil sous forme de repères terminologiques sur les questions qui étaient l'enjeu de la votation fédérale sur la question du mariage pour tous. Et si je peux dire qu'elle a été extrêmement bien accueillie. Contre toute attente, elle a déjà été rééditée 2 fois. Voilà. C'est-à-dire que ça redémontrait de manière flagrante le besoin de comprendre de quoi on parle. Oui. Quand on parle de la sexualité, là, il y a par exemple une définition qui a été vraiment accueillie comme quelque chose qui finalement ouvrait tellement de portes en se disant mais c'est pas la sexualité, c'est vaste et ça se vit de multiples façons. C'est pas juste une relation sexuelle entre un homme et une femme. Hein. Mais comment justement libérer cette parole-là dans une église qui n'est pas forcément ouverte à ce type de discussion, peut-être un peu plus chez les réformés, peut-être un peu moins chez les catholiques. Je ne vais pas faire la guerre des églises, mais voilà. Mais quelque part, comment y accéder, comment faire que ces fondements, en fait, qui sont devenus comme des dogmes au fur et à mesure des siècles, soient brisés ou revus autrement? Moi, je vais dire, je m'inspire
du parcours de santé sexuelle suisse, qui s'appelait auparavant Association suisse pour le planning familial et l'éducation sexuelle, où en fait c'était 5 femmes qui se sont mises ensemble pour dire il faut qu'on fasse quelque chose. Quand il y avait eu mai 68, tout ça, on voulait la pilule et tout. Et puis, on commençait d'aller d'un endroit à l'autre. À l'époque, d'ailleurs, soutenu par les paroisses, d'une paroisse à l'autre. Du canton de Vaud. Du canton de Vaud, oui, Mariana Barbet, tout ça. Et elles ont organisé des forums, des discussions dans les paroisses, le dimanche après le culte. Enfin, alors moi, je me dis, nous, on peut faire aussi comme ça, Il faut commencer quelque part. Il a commencé à Bienne. Maintenant, on a déjà quelques échos. À Fribourg, il y aura peut-être certainement aussi des possibilités. Et puis, il y a une nécessité quand même. On espère pouvoir, comme ça, avec le bâton de pèlerin, moi je pense que c'est nécessaire. Avoir des ancrages différents. Et ce qui n'empêche pas d'avoir quand même une vision globale et de produire quand même aussi peut-être des textes, une parole, des expériences, ou de se prononcer. C'était ça notre idée aussi, sur des enjeux, des questions de société. Alors là, il faut dire que vous êtes vraiment au tout début de cette expérience. Donc, il n'y a pas de possibilité de revenir un petit peu en arrière, hormis le fait de votre travail dans le cadre de Forum des questions actuelles, où là, vous avez un peu plus une vision, en fait. Mais voilà, Dalia, ça commence. C'est encore votre bébé. Oui, en quelque sorte. C'est tout neuf, c'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né. Mais déjà, avec cette collaboration avec l'Église réformée de Bienne, je trouve que voilà, on a une bonne articulation et voilà, il y a des émulations d'une et d'autre part qui viennent et qui enrichissent en fait toute la discussion. Je trouve que l'idée même, par exemple, ici à l'Église réformée, on a organisé un premier culte LGBT de Noël. C'était très bien. Donc voilà, on n'était pas 100 personnes, mais voilà, c'était très bien. Déjà, c'est un premier signal. Et je pense que si Bienne est, comme je le perçois quand même, en position de pionnière. Tout à fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui... voilà, c'est aussi le lien avec Dalia qui joue. Et moi, je pense que pour des sujets aussi difficiles, comme on l'a vu, donc, bien sûr, on commence petit, mais la collaboration avec d'autres est importante parce que on ne peut pas y aller seul comme ça. Il faut des alliés. Oui, on cherche des ancrages aussi, avec, entre autres, on va pouvoir figurer sur la plateforme humanrights.ch. C'est une plateforme qui répertorie tout ce qui existe en Suisse pour les droits humains. Et ça, ils n'étaient pas inintéressés de pouvoir mettre ça sur leur site en disant et pouvoir dire qu'il existait quelque chose dans ce milieu-là, dans le manque. Merci à Anita Cotin d'avoir participé à notre discussion d'aujourd'hui. Merci à vous, Noël Chibongou. Et nous arrivons au terme de notre émission. À tout bientôt dans Télé-Église.